Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, du d'hélicoptère ou du haut d'un building. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonsoir à tous, on va la faire en version, tu sais, cinéma. Bonsoir à tous, bienvenue. On est de retour, je suis de retour puisque j'étais avec vous de 18 à 19 et là je suis avec eux de 19 à 20h pour une nouvelle version de l'émission qui s'appelait Thierry fait son cinéma. Mais on a des nouveaux acteurs maintenant qui sont avec nous, un qui s'appelle Yves, Emmanuel qui est dans le générique mais il nous rejoindra avec parcimonie quand il pourra. Mais en tout cas ce soir avec moi pour m'accompagner et d'ailleurs pour gérer cette émission puisque dans quelques instants je vais disparaître de l'image. C'est notre ami Thierry, spécialiste cinéma. Salut Thierry, ça va ? Bonsoir, merci. Voilà, moi je suis très content de te retrouver. Et puis bien sûr, on le retrouve bien sûr une fois par mois dans Cinéfocus. L'historien du cinéma, monsieur Yves Casiglia. Ça va Yves ? Ça va impeccable, merci beaucoup. Voilà, moi je suis content de te retrouver. T'as vu, Toumi nous l'a fait, ça va impeccable. Il nous l'a fait en version. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est arrivé en avance. Alors, juste une petite remarque à vous faire. Pour ceux qui sont passionnés de cinéma et qui veulent aller découvrir par exemple le ciné-concert ou les ciné-clubs, il faudra dire à la direction que les portes, si on dit 19h30 le début, les portes se ferment à 19h30 et pas à 19h15. Parce que quand il y a des gens comme moi qui arrivent à 19h21, ils se retrouvent fermés dehors et ils peuvent pas aller assister à la super démarrage qu'il y a eu de cette saison de notre ami Thierry qui était avec son ciné-concert. Et donc j'ai raté ce moment-là et j'avais les boules. Et sans le savoir, tu viens de donner le titre d'un film. Tu étais resté enfermé dehors. C'est Dupontel. Exactement, Dupontel. Donc, et donc j'ai eu un petit peu les boules de vous rater parce que c'était un bon moment. Et voilà. Donc, le ciné-concert, un jour, on le fera ici. On dirait. Alors, on s'est dit avec une petite sélection. Mais on va le faire ici. Comme ça, c'est toi qui fermeras les portes à 19h10. D'accord. Donc on le fera ici. On sélectionnera quelques membres publics. On fera une sélection. Sur une heure, c'est tout à fait jouable. On invitera 5-6 personnes. On invitera sur invitation, bien sûr. Absolument. Et on aura donc vous aurez droit à un ciné-concert. Mais ce soir, c'est pas ciné-concert. Non, c'est Cinéfocus. Et donc là, cette fois-ci, je vous laisse la parole puisque on va parler ce soir. Le thème de ce ciné-focus, c'est la comédie américaine. Exactement. Avec 2 mètres du genre. On peut le dire là quand même. Ah ouais, non mais là faut être clair. Voilà. Et c'est là où vous allez pouvoir vous appeler Emmanuel Frissero qui est avec nous. Emmanuel, de concert avec la tierce. Alors Emmanuel, on lui signale, monsieur Emmanuel Frissero, que tu es au générique de notre émission. Ah oui, il le sait. Il est au générique. Il était même sur Nice. Eh bien, écoute, puisqu'on ne le voit pas, mais puisqu'il nous entend, on peut déjà lui dire que le mois prochain, donc le premier mercredi du mois prochain, j'ai pas le jour exact en tête, il va essayer de se débrouiller, il faut qu'il soit là parce que ça sera les films d'action. Et ça, je sais qu'il y tient. Et on aura même un intervenant supplémentaire qui viendra, un ami de Yves, qui est un spécialiste aussi. Ça va être terrible. Ouais, ça va être terrible. Il est au générique, il est avec nous. Et tu as un petit yes Thierry, un petit coucou de Julien Blou, Julien qui nous rejoint, notre Juju de l'équipe. Alors on vous fait un bisou à tous, l'émission est partie, c'est comédie américaine et vous allez voir ce soir c'est du freestyle. C'est du freestyle, on n'a rien révisé, on sait même pas de quoi on parle. On a pris l'ordi pour faire le fun, mais bon on sait de quoi on parle quand même. On sait encore. On parle de Black Edwards, de Billy Wilder. Billy Wilder, Black Edwards, voilà, 2 grands maîtres du cinéma. Bon, surtout on fête cette année les 20 ans de la mort de Billy Wilder. Exactement. Qui est mort en 2002, voilà, et qui était un génie absolu pour moi. Donc voilà, et Black Edwards, c'est un peu ton gâté quoi, c'est ton petit gâté toi. Complètement. Ouais. Non mais faut être clair, je pense que c'est un des plus grands réalisateurs qu'on ait eu dans le monde entier et vraiment il a une filmographie qui est exceptionnelle, il touche à tous les genres. Oui, parce qu'il a un petit peu tout fait, on parle de comédie américaine, le type s'est essayé au film noir. Il a fait du film noir, il a fait Assurance pour la mort d'ailleurs, qui était un de ses premiers films en 44. Génial, exceptionnel. On n'était pas nés, ni toi ni moi, personne n'était né encore à ce moment-là. 44, t'imagines un petit peu.
C'est un de ces films-là, avec Le Faucon Maltais de John Huston, qui a défini le terme film noir dans la critique française. Et je crois qu'il a eu, je sais même pas s'il a été nommé plusieurs fois aux Oscars, mais il n'a rien eu. Non, c'est Going My Way qui a eu des choses de Bill Cosby, et d'ailleurs il s'est vachement énervé, Billy Wilder, à la fin, parce qu'il a fait tomber quand il était allé chercher sa statuette de meilleur film. Mais il a été nominé pour Assurance par la mort, pour le scénario, parce qu'il était scénariste au départ. Ouais, c'est ça. Tu t'en fous, Jean-Luc, mais enfin c'est la vérité. Il était scénariste. Non, mais c'est là-dessus. En fait, c'est vraiment ça. Au début, on était parti, Thierry, clairement pour faire quelque chose sur Blake Edwards. Et puis en fait, en faisant pas mal de recherches sur Blake Edwards, il y a énormément de similitudes. Déjà dans le choix des acteurs, premièrement, et surtout dans ce genre, la comédie, parce qu'il y a un vrai renouveau avec ces deux réalisateurs, et c'est ça qui est super intéressant. On va pas faire toute la filmographie de Billy Wilder, parce que déjà ce serait trop long. Il a réalisé que 27 films, mais il a scénarisé plus de 70. Énormément, Donc voilà. Il était plus connu au départ comme scénariste. Exactement. Et il y en a beaucoup dans le métier qui disaient de lui qu'il le préférait sous la casquette de scénariste. Bien sûr. Et pas de réalisateur, parce qu'il y avait un tel choix. Mais il considérait que les films, enfin les historiens du cinéma considèrent que les films absolus, c'est les films de Lubitsch avec au scénario Billy Wilder. C'était ça, les films d'Ernst Lubitsch, qui était lui aussi un très très grand réalisateur. Ce qui est important, c'est que sur ces deux réalisateurs-là, Billy Wilder, bon déjà rapidement son histoire, il est né à Soucha, en Pologne. Enfin, à l'époque, ça s'appelait la Galicie, ça faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Donc voilà. Et en fait, il a fui le nazisme, comme plein de réalisateurs qui ont amené énormément de choses à Hollywood. Parce que là, on parle de Billy Wilder, mais on pourrait citer aussi Robert Siodmak, on pourrait citer aussi des réalisateurs comme Fred Zinnemann, Tant qu'il y aura des hommes. Voilà, il y en a eu plein, Fritz Lang. Voilà, tous ces réalisateurs européens qui ont fui le nazisme et qui à un moment donné, alors sont tous passés par la France à un moment donné. C'est ça. Mais d'ailleurs, lui, il a même tourné des films avec Daniel Darieux. Exactement. Il avait 18 ans, il était toute jeune. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs sur un de ses films qu'il a fait là-bas. T'as vu que j'ai révisé quand même. T'es bon. Qu'effectivement, il y a un réalisateur, ou un producteur, je crois plus un producteur qui est parti aux États-Unis, qui a récupéré un de ses scénarios et qui a dit, dites donc, en France là-bas, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Samuel Wilder, Billy Wilder, voilà, et qui est pas mal du tout. Et puis c'est comme ça qu'il a réussi à signer un petit contrat et il a commencé comme scénariste. Il rentre comme scénariste et il commence à la Paramount et c'est vraiment comme ça que ça se lance. Voilà. Et c'est vrai que bon après c'est le monde du showbiz, tu sais comment ça fonctionne. Mais bon, puis quand on est bon quand même de temps en temps, on reconnaît un peu surtout. Non, mais complètement. Je pense que c'était plus valable encore à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que le piston marche à mort. Enfin, il y a des gens très bien qui réussissent, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'à l'époque, quand même, on savait reconnaître assez rapidement les gens qui avaient du talent et ils sortaient parce qu'ils avaient surtout du talent, complètement, même s'ils venaient de nulle part. Bien sûr. Non, puis surtout, il faut voir aussi que c'était un art qui était quand même assez récent. On sortait du muet, enfin le cinéma, c'est les Frères Lumière, donc 1895. Voilà, c'est récent à cette époque-là. Et mine de rien, c'est quelqu'un qui avait déjà, c'est quelqu'un qui est journaliste à la base. Faut pas oublier. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'avec Billy Wilder, on a vu la lumière assez rapidement aussi. On l'a vu tout de suite. Non, mais là, il n'y a pas de souci. La façon d'écrire, la façon de mettre en scène. Billy Wilder, c'est monsieur virgule près. C'était le surnom que lui donnaient certains de ses acteurs parce que le scénario, il fallait le connaître à la virgule près. C'était déjà le perfectionniste, quoi. Pas d'impro. Alors, sauf avec dans le film avec Daniel Darieux, où là, c'est tourné en impro. Là, c'était les débuts. C'était un peu à l'arrache, là. C'est un peu ça. À la hussarde. On va dire ça comme ça. Surtout qu'il venait du pays où il y en avait, donc. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une certaine, comment dire, moi ce que je trouve vraiment exceptionnel chez lui, c'est de pouvoir toucher comme ça par les scénarios au départ, vraiment il a compris tout de suite la société américaine et ses travers. Et c'est ça qu'au bout du compte, en tant qu'Européen expat, il va mettre en avant dans la plupart de ses films. Mais curieusement, il n'a pas trop été défoncé par rapport au fait qu'il critiquait de manière un petit peu sournoise et détournée comment dire, la civilisation américaine, alors qu'il n'était pas américain lui-même, mais ça aurait pu être assez mal vu. Parce que dire, de quoi il se mêle celui-là là, mais complètement. Voilà, le mec, il est juif. Non, mais c'est clair. À l'époque, voilà. Mais il y en a qui ont été discrédités pour moins que ça. Bien sûr. Non, mais ce qui a été génial, c'est que vraiment, il a réussi à le faire pas de façon sournoise, mais de façon vraiment intelligente. Et d'ailleurs, c'est ce que tu ressens dans tous ces scénarios. Et si tu prends même, comme j'ai dit tout à l'heure, les films d'Ernst Lubitsch, je veux dire, il y a une réalisation qui est exceptionnelle, mais c'est vraiment les scénarios, quoi. C'est ça, Ninochka, tous ces films-là. Celui-là, il était nominé aussi aux Oscars. Mais complètement. Non, mais voilà, donc.
Voilà, Billy Wilder. Bon, maintenant, alors, on se recadre sur la comédie. Voilà. On a fait un petit tour rapide. On va peut-être passer au travers des films les plus marquants qu'il a pu faire, puisque pour l'instant, nous sommes sur Billy Wilder. On dérivera après, on dérivera sur Blake Edwards. Chez notre ami commun Black. Il y a quand même un film dont je voudrais parler de Billy Wilder très très rapidement, parce que je vais faire le lien avec un film de Blake Edwards aussi, qui s'appelle Le Poison. Ouais. C'est le film qui fait 2 ans après Assurance sur la mort, qui date de 44. Enfin, il fait 45-46 à ses débuts. Et pour ce film-là, il gagne absolument tout. C'est Remy Land qui a le rôle principal, qui est un très grand acteur américain, qui joue le rôle en fait d'un scénariste alcoolique, et c'est un drame. Vraiment un drame, c'est très noir. Quand tu dis Rémy Land pour nos auditeurs, c'est pas Rémy, le prénom français. Non, c'est Rémy Land. Exactement. On est aux États-Unis quand même, on précise. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est avec ce film-là qui va commencer à gagner ses premiers Oscars. Il en gagne 6 quand même au total. Il y en a très peu. C'est pas mal. Voilà, plusieurs fois meilleur film, meilleur réalisateur. De son côté, Black Edwards en a eu un pour l'ensemble de sa carrière, tu vois. Oui. Ce que je trouve assez désobligeant quand même de filer un genre. On l'a oublié, donc on va lui filer ça pour qu'il nous lâche un peu le coude. Non, mais attends, on pourrait parler des heures de Breakfast at Tiffany's qui pour moi est un truc juste exceptionnel. Donc voilà. C'est-à-dire que pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on a des jeunes, des moins jeunes, je pense que Jean-Luc tu peux le confirmer, effectivement Billy Wilder c'est je pense quelqu'un qui doit passer un petit peu au-dessus de beaucoup de gens, parce qu'il est déjà le type est quand même né au début du siècle dernier. Ah oui, donc 1906 forcément ça parle pas, ça fait vraiment très has-been par rapport à tous les jeunes qu'on peut croiser aujourd'hui. Mais là les jeunes aujourd'hui, un film de 2016 c'est vieux. Voilà, non c'est ça. Et pourtant quand on s'intéresse au cinéma, alors forcément Dieu merci, heureusement, je pense qu'il y a des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont envie de connaître le cinéma, qui se lancent eux-mêmes par le biais de l'ESRA pour faire du cinéma, donc ils ont tout intérêt à apprendre les vieux films. Là, on est quand même en train de parler des types qui étaient au niveau de Spielberg dans la comédie, et c'était quand même des grands monsieur. Alors le nom est peut-être moins évocateur, parce que forcément aujourd'hui on a vu tellement de trucs, mais on est quand même en train de parler d'une sommité du cinéma. On est sur le haut du panier. C'est pas que pour se faire plaisir, c'est parce que ce sont des gens qui ont marqué le cinéma. Il suffit d'aller voir les films dont on vous donnera peut-être. On vous donnera quelques petits mots là, par anecdote à lécher l'envie d'aller les voir, et il y a des trucs à faire. D'ailleurs, on va peut-être s'y mettre un petit peu tout de suite, non, à parler d'un film en particulier. Alors écoute, de quoi tu veux parler? Dis-moi, toi. C'est toi qui. Moi, je pense que. Je vais le montrer, au moins c'est clair. Si tu le montres en plus. Ouais, tant qu'à faire. Pour le coup, je l'ai même pas pris. Non, j'en montrerai un autre. Non, mais Sabrina, avec Humphrey Bogart. Ça tombe bien, j'ai la musique. Ta musique? Comme c'est cinéma un jour, cinéma toujours, mais musique aussi, n'est-ce pas? C'est parti. Voilà, c'est une musique, c'est vrai que ça fait un petit peu, la musique fait un petit peu vieillot, mais j'adore ces mélodies qui sont tranquillement lancinantes et qui nous mettent déjà bien. C'est reposant. Le film est remarquable d'ailleurs. Non, mais c'est un conte de fées. Voilà. Tu le connaissais par le remake. Voilà, alors il faut que je le dise, parce que moi je le connaissais par le fameux remake de Sidney Pollack avec Harrison Ford, Julia Ormond, qui est beaucoup plus près de nous, c'est en 96 je crois, mais qui est un film excellentissime, colorisé, alors que celui-là je pense qu'il est en noir et blanc. Voilà, et il date de quelle année toi? Celui-là c'est 54. 54, ouais, j'étais même pas né. Mais moi alors. Non mais voilà, c'est un conte de fées, et c'est la façon qu'il a d'aborder la comédie, toujours avec un brin de mélancolie. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui est intéressant dans ces films. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui claquent, il y a des contradictions. William Holden dedans. En fait, je vous pitch rapidement l'histoire. Il faut. Voilà, histoire qu'on soit bien. Non, en fait, on est dans une famille de très très riches à Long Island, les Larrabee, et Sabrina, en fait, c'est la fille du chauffeur, quoi. C'est ça. Et la fille des petites gens. Voilà. Qui travaille pour le richissime. Qui travaille pour le richissime. Et donc il y a 2 frères, un qui est très sérieux, donc Humphrey Bogart, le grand frère, voilà, protecteur. C'est donc le rôle que joue Harrison Ford dans l'autre film. C'est le rôle que joue Harrison Ford, et là que joue Humphrey Bogart. Et après il y a le jeune frère qui est un coureur, qui fait rien, qui a une place dans sa société mais qui ne fait absolument rien, qui a un bureau, il a jamais mis les pieds dedans, William Holden, et qui a une petite manie, c'est qu'à chaque fois qu'il va séduire une femme, il prend 2 petites flûtes à champagne, se les met dans les poches du pantalon et amène dans le jardin d'hiver, et puis là
tient un discours endiablé. Bien sûr. Voilà. Et donc la petite musique qu'on entend derrière. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Et là, ce qui se passe, c'est que voilà, à un moment donné, Humphrey Bogart, il se rend compte qu'il va essayer de draguer surtout parce que la petite fille qui part à Paris, qui revient, elle est magnifique, elle est transformée, voilà, elle est couturière. Elle est photographe dans le film avec Harrison Ford, Julia Ormond. Là, les couturières, ils ont changé quelques trucs par rapport au scénario. Et bon, voilà quoi. Et enfin, c'est une comédie légère, c'est léger, oui, c'est très chouette. C'est un super conte de fées et c'est vraiment bien. Et après, je serais tenté de dire, voilà. Il se retrouve quelques années après avec un autre film, une nouvelle fois avec Audrey Hepburn qui s'appelle Ariane, qui cette fois-ci est tourné à Paris avec Maurice Chevalier dans le rôle du père. C'est un détective privé. Enfin bon, voilà, c'est un peu le même délire. Ouais. Et là, c'est clairement un hommage à Lubitsch, quoi. Mais ces films-là, en fait, dans la carrière de Wilder, donc fin des années 50, marquent vraiment un tournant et créer de nouvelles choses au niveau de la comédie. On était dans les années 50 sur un retour à la comédie musicale, alors que là on vient vraiment sur des histoires, tu vois, comme on fait les Anglais dans les années 90 avec 4 mariages à l'enterrement, Coup de foudre à un Notting Hill, où ils renouvellent en fait le genre. Là c'est la même chose avec ces films là. Et bien sûr on arrive, c'était là où je voulais en venir, à celui-ci, certains l'aiment chaud, Some Like Tony Curtis, donc là Tony Curtis, Jack Lemmon, voilà, deux musiciens comme toi mon cher Thierry, musiciens de jazz exceptionnels qui assistent à un règlement de compte mené par la mafia. Ils sont témoins d'un ils sont témoins d'un meurtre, d'un assassinat, c'est exactement ça. Et forcément, donc pour échapper bien entendu à la vindicte des mafieux qui ont commis ces exactions, ils sont obligés de se travestir en femmes. Et ce qui est assez marrant, ils font partie d'une chorale, voilà. Ils font partie donc d'un groupe de jazz qui doit partir jouer je sais plus trop où. Et il y a donc à un moment donné, ils descendent dans un hôtel et il y a un type très très riche qui cherche à séduire par tous les moyens Jack Lemmon, pensant que c'est une très belle femme. Oui, tout à fait. Et c'est au même moment où Tony Curtis, lui, décide de redevenir Junior, il s'appelle Junior, là, de repartir dans l'autre sens pour essayer de séduire Marilyn Monroe, qui est là aussi, qui est la chanteuse du groupe. Et c'est d'ailleurs avec un dialogue terrible qu'ils font sur la plage, où il lui dit quand même votre musique, c'est pas mal, ça bouge pas mal. Elle dit ouais, notre musique, ça bouge pas mal, c'est vachement chaud. Et lui donne cette fameuse réplique qui va donner le titre du film, certains l'aiment chaud. Elle-même, c'était extraordinaire ça. Ah non, mais c'était super. Magnifique. Quel film. Elle a fait énormément de films avec Billy Wilder, Marilyn Monroe. Elle commence, on va dire, son premier film, c'est avec John Huston. Là, elle avait déjà fait 7 ans de réflexion 2 ans avant. Oui. Donc, de Billy Wilder aussi. Exactement, de Billy Wilder aussi, avec la fameuse scène de la robe. Qui a été reprise par notre ami Yves Robert dans Un éléphant ça trompe énormément avec Annie Dupéré. Qui était moins glamour, il faut le dire, sur la base, bien sûr, que Marilyn Monroe, mais ça se passait très bien. L'effet était la brune capiteuse par rapport à la blonde incendiaire, c'était exactement, tout à fait la différence des trucs, mais c'était quelle scène énormissime. Ah oui. Et puis moi dans certains Lem Show, c'est une des scènes, sans révéler la fin, une des scènes, à un moment, un des dialogues de la fin où le fameux milliardaire qui tombe amoureux de Jack Lemmon en femme lui dit de Joséphine, ça peut être Joséphine. Il lui dit mais enfin écoutez, je suis un homme, personne n'est parfait. Voilà, en d'autres termes, t'inquiète pas, ça va se passer. C'est plein de répliques fulgurantes. Et je me rappelle aussi d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est pour dire quand même comme certains films, quand ils passent à la postérité, parce que je pense qu'on peut parler d'un film qui est passé à la postérité, Michel Leb à une époque avait fait une émission dans les années 80 qui s'appelait Certains Leb Show. Il faisait donc un show, il mélangeait des imitations, des chansons, il invitait des gens, et le titre de son émission c'était Certains Leb, du nom de Michel Leb, forcément avec en hommage à Billy Wilder. Donc quand on en arrive là, quand même, tu penses que tu n'as quand même pas loupé ta carrière, quoi, parce que tu es repris un petit peu à toutes les sauces. Il n'avait pas besoin de ça, Billy Wilder, bien sûr, pour en être confirmé, mais enfin, quand même, ça fait plaisir. Non, mais c'est quand on pense à sa carrière, finalement, il a vraiment réalisé très peu de films. Il en a fait 27. Je veux dire, il commence quand même sa carrière avec Uniforme et Jupon court, une nouvelle fois avec Ray Milland et Ginger Rogers. Là, on est en 42, mais il commence en 42. Il arrête parallèle, Uniforme et Jupon court, et puis il y a eu Opération Jupon de Black Edwards. Et c'était là où je voulais venir, parce qu'on y arrive à Black Edwards. Je te sentais arriver. Oui. Voilà, j'ai un pif ce soir, t'es arrivé. Et oui, parce que c'est la même année. Exactement, c'est exactement la même année que Some Like It Hot. Donc certains l'aiment chaud. Et alors celui-là, on a Tony Curtis et on a qui avec je sais plus. Jack Lemmon aussi. Jack Lemmon. C'est toujours le même. Quel duo.
Attends, bien entendu. Tony Curtis, enfin, c'est un acteur qu'on a oublié, hein, parce qu'après il est venu à la télévision, parce que les Français le connaissent beaucoup plus par rapport à son rôle de c'était pas Lord Sinclair, c'était l'autre, Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Quand tu penses cette série, elle est géniale, mais il n'y a qu'une saison en fait. Bon, après les gens ont peut-être aimé parce que c'est tourné sur la Côte d'Azur et tout. Oui, c'est pas loin, de la Victorine et tout. Au niveau de Monaco, il y a pas mal de sur Monaco, tout ça. Puis de toute façon, Roger Moore habitait là, hein, donc il était sur place. Hein. Ça a été un client de ma femme, Roger Moore. J'ai eu de la chance de le voir à la Fnac. Je lui ai signé. Il m'a signé parce qu'à l'époque on vendait des figurines de James Bond. J'ai une figurine Roger Moore. Quelqu'un de très gentil, avec une classe folle. Enfin ça, on n'avait pas besoin de le dire. C'est vraiment le dandy. Hein. Et il était absolument sympathique. Ma femme m'a toujours dit, ce type, quand il venait au bureau, tout le monde était quand même assez, parce que t'es un grand bonhomme, hein, il m'a 1m90, hein, mais il avait une prestance et puis d'une gentillesse. C'est quand même assez rare de voir des types qui sont à un tel niveau de notoriété, qui pourraient se la péter grave, parce que Dieu sait qu'il y en a qui se gênent pas pour le faire. Mais lui, il était vraiment resté d'une humilité à toute épreuve, toujours plein de déférence pour tout le monde. Voilà. C'était peut-être, je sais pas si c'est pas son côté typiquement british ou je ne sais rien, mais de toute façon, dans tous les rôles qu'il a repris au cinéma ou même dans des séries, hein, Le Saint, voilà. Je veux dire, attends, on peut dire deux mots. Hein, au niveau des James Bond, il a une classe qui est très particulière. Il campe un James Bond qui est très à part. Alors certains le trouvent semi-parodique, mais au bout du compte, pas tant que ça. Il est vraiment particulier. C'est pas lui qui en a fait le plus ou Sean Connery? Enfin, c'est lui qui en a fait le plus. Ouais, il me semble. Hein. C'est lui qui en a fait le plus. Moi, c'est mon préféré. Voilà, j'interviens, tu vois. Donc, mon préféré, c'est donc Roger Moore. Celui qui incarne vraiment James Bond. La classe à l'anglaise et le James Bond, c'est lui. Déjà, dans le fait de dire My name is Bond, I'm James Bond, my name is Bond, je sais pas, on voit que lui, quoi. Même s'il y en a eu plein, hein, je veux dire. Il y en a qui sont passés comme des météores. Il incarne vraiment il incarne vraiment comment dire, la classe et l'agent secret. Voilà. Les autres. Mais il y a un côté désuet aussi. Celui vraiment que j'ai pas aimé, c'est le dernier, donc c'était Daniel Craig dans tous les trucs. Ils l'ont pris parce qu'il avait des yeux translucides. Pas de classe du tout. C'est le regard qui tue là, mais. C'est ma manière de voir les James Bond. Les James Bond, de toute façon, c'est particulier. Hein. Moi, j'ai lu pas mal les romans de Fleming. C'est vrai que le personnage, il est quand même. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'en fait l'acteur. Et Roger Moore, il campe un James Bond qui est vraiment, vraiment à part. Parce qu'il y a ce côté vraiment auto-parodique, ce côté blague un peu tout le temps. Mais au bout du compte, quand il s'agit de tuer, il tue direct. Ah oui. Il n'y a pas de discussion. Il n'est pas là que pour rigoler. Voilà, il n'est pas là que pour rigoler non plus. Et c'est vrai qu'au bout du compte, quand tu as lu du Fleming, c'est un petit peu ça quand même. Ouais. Donc. Après, il est très expéditif, hein, le dernier Daniel Craig. Moi, j'aime bien ces films à lui aussi. Généralement, les James Bond, j'aime bien. J'ai plus de mal avec Pierce Brosnan, par exemple, qui a quand même fait 4. Entre les années 90 et 2000, là, j'ai un peu plus de mal. J'ai moins accroché. Mais bon, passons sur James Bond. Ça, c'est parce qu'on était sur Billy Wilder. Non, on était sur Billy Wilder. Nous, on dérive, tu sais, on va finir sur Guillaume Canet, ça continue. Hein. Au rythme où il est parti, on l'arrête plus, là, notre livre national. Là. Donc, pour le coup, ce qu'il faudrait voir maintenant, redevenons un petit peu sérieux. Vas-y. Donc quelques mots quand même, puisqu'on a beaucoup parlé déjà de Billy Wilder. Quelques mots maintenant quand même sur Blake Edwards. Mais de toute façon, on va parler que d'eux jusqu'à la fin. Hein. On est d'accord, mais bon, qu'on alterne un peu, parce qu'après tu vas me dire, non, t'as trop parlé de Billy Wilder. Non, pas du tout. Non, mais on peut faire une 30 et 30, une demi-heure et tout ça. Je veux dire, ça va bien. Écoute, mais voilà, moi je voudrais quand même qu'on dise quelques mots sur ça. Oui, la caméra voit bien, la diamant sur canapé, c'est quelque chose. Voilà, diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's. La robe fourreau de notre ami Audrey Hepburn, extraordinaire. C'est presque la robe fourreau qu'avait Mary Dark dans Le Grand Blond et la chaussure noire. Je sais pas si elle est décolletée derrière, tu sais, jusqu'à la commissure des fesses là. De Didier Lacroix. Et en plus, il n'était pas au courant. Personne n'était au courant sur le. Mais il y avait Yves Robert qui a dit je veux voir la surprise dans les yeux de Pierre Richard. Et Pierre Richard, il a failli faire une syncope. Oui, il n'y avait que lui qui était au courant. Oui, il n'y avait que Yves Robert. Donc voilà. Donc Diamant sur canapé, Georges Peppard aussi, hein, on l'oublie pas. Très bien. Hein. Hannibal Smith, c'est le voisin du dessus. Le voisin du dessus. Exactement. Quand il écoute ça, je l'ai. Vas-y. Bougez pas les gars. Audrey Hepburn, si je me trompe pas, ça doit être ça. C'est ça. In style someday. Voilà, donc la musique originale est beaucoup plus orchestrée, bien sûr, c'est philharmonique, c'est Henry Mancini, le compère de toujours, on peut le dire, hein, de Black Edwards, qui quand même est un compositeur, enfin était un compositeur hors pair.
extraordinaire. Là, c'est toi le spécialiste. Non, mais il a fait des trucs magnifiques. Mais enfin, moi, de Moon River, j'en ai fait un arrangement complètement jazzy qui n'a plus rien à voir avec ça, où je récupère le chant d'Audrey Hepburn mélangé avec toute la rythmique dedans. Mais c'est une chanson qui fait partie des gros standards du jazz mondial. Ah, mais complètement. Là, on est dans une chanson qui a marqué l'histoire de la musique. Bien sûr. Et le film a marqué l'histoire du cinéma de façon parce claire. que c'est remarquable. Audrey Hepburn avec son petit binois, c'était. Non, puis il y a tout dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, on a le côté comédie romantique, on a le côté finalement, on s'intéresse à des gens qui, parce que bon, lui, George Peppard dedans, c'est une espèce d'écrivain raté qui se fait entretenir par des femmes riches et tout. Donc voilà. Parce qu'il a la chance d'avoir la tronche de. Parce qu'il a la chance de ressembler. Voilà, il est magnifique. Donc et c'est vrai que bon, Audrey Hepburn, c'est un peu la même chose. Et finalement, il se retrouve et il y a toutes ces, il y a vraiment je sais pas comment dire, il y a une véritable alchimie entre les deux et on le ressent dans le film. Il est passé il y a pas longtemps là sur Arte. Moi je suis retombé dessus, je me suis régalé. Donc quelques mots sur notre réalisateur, dans notre deuxième réalisateur Blake Edwards. Donc lui il est né en 1922, il est plus jeune en 1906, il est plus jeune, une vingtaine d'années d'écart. C'est le petit frère de Billy Wilder parce qu'il se retrouve sur plein de choses. Alors lui par contre il est américain, il est à Tulsa en Oklahoma, il pas de souci, et lui c'est clairement un enfant de la balle, on va pas se mentir. Lui, son grand-père Gordon Edwards, il était dans le cinéma, réalisateur de films muets, il en a fait une bonne trentaine, et son beau-père qui était Jack McEdwards, lui il était producteur et metteur en scène de théâtre. Donc dès le départ, lui il a baigné là-dedans. Il est dedans complètement, et d'ailleurs au début des années 40, alors qu'il est très très jeune, il va commencer à aller un peu dans tous les studios, c'est un touche à tout quoi. Il fait la même chose. Voilà, il fait un peu le machinot, il aide un peu aux lumières, après il fait un peu de production. On peut dire d'ailleurs, pour paraphraser tout ça, parce que tous les jeunes qui écoutent et qui ont envie de faire du cinéma, effectivement c'est comme ça qu'il faut commencer. On part d'en bas et puis il faut venir dans une émission de radio comme ici, toucher un petit peu les boutons, demander à Jean-Luc comment ça se passe, comment ça marche, parler à l'antenne pour avoir du contact avec les gens, parce qu'après tout se fait justement par connaissance et puis par l'envie d'aller plus loin et puis surtout de se mettre en avant quand il faut se mettre en avant, sans pour autant que ça devienne de la prétention. Mais Spielberg, Brian De Palma, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, ils ont tous commencé comme ça, ils sont pas arrivés, Spielberg il est pas arrivé tout de suite en étant le réalisateur qu'il est aujourd'hui, mais à un moment donné il a bien fallu qu'on fasse en sorte de lui laisser sa chance. Oui, tout à fait. On l'avait dit dans une émission d'ailleurs que Spielberg, en fait, il avait réalisé un épisode de Columbo. Exactement. Et d'une autre série. Et quand tout le monde avait été, les journalistes s'étaient précipités auprès de l'actrice principale, j'ai oublié le nom maintenant, qui leur a dit non, mais c'est pas moi qu'il faut aller voir. Et vous devriez aller voir le petit gars qui a réalisé l'épisode, parce que lui, ça va devenir un très grand. Pour le coup, elle était visionnaire parce qu'elle s'est pas trompée. Donc comme quoi, ils partent tous de rien. Oui, bien sûr. Voilà, c'est assez rare qu'on arrive propulsé du jour au lendemain comme ça, mais bon, il y en a qui travaillent, qui bossent, et puis qui arrivent. Et Black Edwards, ça fait partie de ça. Comme Billy Wilder qui est parti de rien aussi. Mais c'est ça. Et c'est vrai que lui, au départ, il a quand même hésité, parce qu'à un moment donné, il s'est dit, j'aimerais peut-être être acteur. Il a joué d'ailleurs une petite figuration dans un film d'Hathaway qui s'appelle Ten Gentlemen from West Point. Hathaway, très grand réalisateur. Henry Hathaway. On pourra en parler très longtemps. Film noir, des films d'aventure. Voilà, un très très grand réalisateur américain que tout le monde a oublié aujourd'hui. Hélas. Si vous avez 5 minutes, regardez The Dark Corner, qui date de quand ça précède les années 60, forcément au bout d'un moment les années 60 tu rigoles, pour nous les années, je t'ai dit, les années 2010 ils sont complètement décrochés, mais je pense qu'on peut le comprendre, bien sûr, on peut le comprendre, mais c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent, je le redis encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais pour ceux qui s'intéressent au cinéma, il faut quand même plonger dans ce qu'on faisait avant, parce qu'il y avait des types qui nous ont fait des mines, quoi, je veux dire, qui sont encore aujourd'hui cités en exemple. Bien sûr. Il faut y aller. Moi, je connais un petit jeune à qui j'avais donné des cours de guitare, qui a fait une école de cinéma au Canada et qui j'espère, qui aujourd'hui à l'Ezra à Nice, qu'il arrivera à faire quelque chose, et qui est passionné de cinéma japonais, mais du cinéma des années 30-40, quoi, des films en noir et blanc. Il te sort les titres, tu sais même pas que ça avait été tourné un jour, tu vois. C'est un dingue de Kurosawa, par exemple, mais s'il y avait que lui seulement, etc. Et c'est vrai que c'est là-dedans qu'on peut aller trouver un petit peu la substantifique moelle. De toute façon, des mecs qui travaillent avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui en plus. De toute façon, toute l'inspiration du cinéma, elle est sur ces personnages
personnes-là parce qu'ils ont essuyé les plâtres. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans pourquoi est-ce qu'on fait autant de remakes à Hollywood d'anciens films? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'était des très très bons films. Mais ça existait déjà dans les années 50-60. Hein. Faut pas se tromper. Bien sûr. Je veux dire, quand Carpenter il fait le remake de The Things, qui était un vieux film de Howard Hawks, et Christian Nibi qui datait de 52, La chose d'un autre monde. Voilà, il fait un remake lui aussi, et c'est Carpenter quoi. Donc, enfin bon. Revenons à Black Edwards et on part à chaque fois c'est pareil tu le sais de toute façon. Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que finalement ce qui est important c'est de pouvoir rebondir sur des sujets, ça nous tient, il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça nous rappelle des tas de trucs et tout, et puis il y a tellement de choses, ça fourmille le cinéma de détails. Un réalisateur quand il fait un film, si Manu était là il nous le dira quand il viendra la prochaine fois, il y a plein de détails, et je pense qu'ils doivent s'amuser même à mettre des petits détails presque cachés dans le truc pour justement essayer d'égayer l'œil de celui qui va regarder en disant t'as vu ça, il y avait ça. Dans le fin fond du truc du décor là-bas il y avait un truc. Prends Tarantino, t'as plein de rêves quoi. Attends, des réalisateurs français, prends Chabat l'Astérix de Chabat c'est que ça c'est que des rêves et la Cité de la Peur on n'en parle même pas. Non mais c'est excellent, ça fourmille d'idées, et c'est le cinéma c'est ça, faut que ça vive, il faut que ça bouge, et je crois que ces mecs là pour en revenir à eux ils avaient tout compris, parce que ils étaient capables de passer de la comédie pure à des films beaucoup plus sombres. D'ailleurs pour revenir à Billy Wilder, les personnages qu'il y avait dans ces films de comédie étaient souvent un brin sombre, manipulateur, voire cynique. Le Humphrey Bogart, il s'est pas piqué des hannetons quand même dans Sabrina, je veux dire. Bien sûr. Et puis après, il va se liquéfier complètement quand il va tomber sous le charme de cette jeune fille qui revient d'Audrey Hepburn et qui ses études, et puis dire finalement quand même, puis voilà. Comment ne pas tomber sous son charme? Elle va casser la carapace quoi. Ce qu'on peut reprocher entre guillemets au film, c'est que c'est vrai qu'il est déjà un peu vieux, Humphrey Bogart, pour ce rôle-là. Et William Holden, il est complètement délirant quoi. Mais au bout du compte, l'alchimie, Harrison Ford passe mieux dans le remake de Pollack. C'est pas faux. Voilà. C'est différent. Mais en même temps, l'alchimie tient parce qu'il y a Hepburn. Clairement. C'est elle qui fait toute la différence. Et pareil sur Breakfast at Tiffany's. Cela dit, Bogart, c'était quand même. C'était un acteur fantastique, exceptionnel, qui a fait je ne sais combien de très très bons films, qui avait toujours des rôles de gangster dans les années 30. C'était jamais lui. Il avait quand même une tranche assez caricaturale quand même. Si on se rappelle un peu quand même, c'était pas un jeune premier, on va dire. Non, même si de temps en temps on lui a donné des rôles de jeune premier aussi, enfin de jeune premier vers la fin, c'était plutôt de jeune dernier, mais je veux dire, il avait une visage assez particulier, tête de cinéma comme on dit. Ces mecs-là, attends, tu prends Humphrey Bogart, tu prends James Cagney, on en parlera après. C'était pas Daniel Craig quoi, voilà. Oui, non, bien sûr. Ou ni Pierce Brosnan. Oui, mais écoute, il a pas fait James Bond. Il aurait pu. Peut-être dans le rôle du salopard, je le voyais mieux là-dedans, c'est sûr. Donc Blake Edwards, juste 2 infos et juste un point important. Comme Billy Wilder, c'est par le scénario et c'est par le travail de scénariste qui va arriver petit à petit à percer. Et il y a un réalisateur au début des années 50 qui s'appelle Richard Quinn, qui a fait beaucoup de comédies musicales, qui va dire non mais attends, toi t'écris super bien, viens bosser avec moi. Et au bout du compte, de 52 à 57, il y a 7 films qui sortent. Et à chaque fois il le prend comme scénariste. My Sister Aileen de 55. My Sister is Rich. Ouais, c'est ça. Alors là c'est My Sister Aileen, donc Hélène, mais écrit un peu particulièrement. C'était déjà ta femme? Mais exactement, mais bien entendu. D'accord. Attends, bien sûr. Et donc tu as épousé ta sœur. Oh, tout de suite. My Sister Hélène. Bien entendu. Et donc là, effectivement, sur ce film-là, c'est là où il fait la rencontre de Jack Lemmon, qui est quand même une rencontre importante pour lui, parce qu'il va tourner un nombre de films incalculable avec lui. Et c'est la même chose pour Wilder. C'est un autre des points communs. Tous les deux scénaristes, tous les deux qui disent non mais nous Beach on adore, parce que c'était ça aussi. Blake Edwards était fan. Oui, absolument. Donc il allait voir ses films de façon régulière, il l'a dit dans son autobiographie, et c'était quelque chose qui était, c'était un réalisateur qui était essentiel pour lui. Et clairement à l'enterrement de Lou Beach, Billy Wilder, il y en a, c'est Otto Preminger qui se retourne vers Billy Wilder, donc très très grand réalisateur aussi. Lui aussi un réalisateur européen qui est parti, qui a fui le nazisme et qui est venu faire une carrière aux États-Unis, qui se tourne vers Billy Wilder et qui lui dit oh là là, on n'aura plus jamais de film de Billy Wilder. Et lui il lui dit oui, mais on n'aura plus jamais l'esprit de Lubitsch. Voilà, on n'aura plus jamais l'esprit de Lubitsch quoi. Et c'est vrai que bon voilà, ils se sont dit c'est à nous de le remplacer maintenant. C'est ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'entre Black Edwards et Billy Wilder, il y avait, parce que donc ils ont fait quand même beaucoup de comédies tous les deux, mais je pense, je veux pas te faire bondir toi qui es un spécialiste de Billy Wilder, mais il me semble quand même que chez Black Edwards on avait vraiment le côté comique qui était beaucoup plus développé quand même. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, alors
Oui et non. C'est peut-être pour ça qu'on le prenait un peu moins au sérieux aussi. C'est ça, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que ce brave Blake Edwards, il est tombé sur un fou furieux. Parce qu'il faut le dire, il l'a dit, c'est un fou furieux. En l'occurrence, Peter Sellers. Oui. Donc quand il a fait la rencontre de Peter Sellers et quand il s'est rendu compte face à quel personnage il était, parce que Peter Sellers, on pense tout de suite au film de Kubrick, Dr. Folamour, où là, il est exceptionnel sur un sujet, en plus un sujet d'actualité, vraiment d'actualité. Hein. Comment balancer une bombe atomique quand on est un petit peu fou, hein, vous voyez où je veux en venir, mais bon, passons. Mais honnêtement, il est tombé sur ce mec-là. Ouais. Et c'est ça qui a aussi changé d'une certaine façon sa façon d'appréhender les films. Oui, donc parce que bon avec un moteur pareil pour être derrière la caméra, c'est vrai que le premier film qu'il fait avec lui, c'est celui-là, La Panthère Rose. Dedans, dans ce film-là, c'est David Niven et Claudia Cardinal qui ont les rôles principaux, mais c'est Peter Sellers qui explose tout. Il leur pique tout. Mais exactement. Avec le rôle de cette espèce de petit flic français complètement délingué, qui n'arrive jamais à rien, mais qui trouve tout. Et c'est exactement ce que va faire De Funès quand il a envie de sortir de l'ombre, hein, Louis De Funès en France. Ouais. Puisqu'à la fin des années 50, il fait son premier film avec Yves Robert où il est en tête d'affiche, Ni vu ni connu, un film exceptionnel que mes enfants adorent. Il y a ici full camp, voilà, c'est ça. Ouais. Mais à cette époque-là, il était moyennement connu. Et c'est grâce à Fantomas, où c'est Jean Marais qui doit avoir le rôle principal avec Mylène de Mongeau. Tout à fait. Et lui, commissaire Juve, qui lui pique tout. Et c'est aussi après avec le gendarme de Saint-Tropez et tout que petit à petit il s'affirme. Mais c'est la même chose. Tout là, à fait. Peter Sellers, il fait quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Et Blake Edwards va dire, mais moi je ne peux pas gérer quelqu'un comme ça. Dans The Party, je sais que ça. On va y arriver. Voilà, c'est ta partie. On peut y arriver même tout de suite. On va y arriver. Mais moi j'aimerais juste mettre la musique parce que ça nous tend les bras. Tu parles de La Panthère. Ah bah oui. Je vais l'écouter quand même. Alors je le dis souvent quand d'ailleurs j'en ai parlé même encore vendredi dernier au fameux ciné-concert, mais ça j'aime bien le caser parce que c'est quand même quelque chose qui lui colle à la peau et que personne n'attendait de la part de Blake Edwards, c'est-à-dire qu'en fait il a eu l'idée quand il a réalisé ce film La Panthère Rose. Il faut savoir que la Panthère Rose c'est pas du tout une panthère, hein. En fait c'est juste le diamant de forme hexagonale dans lequel il y a un reflet d'une panthère rose, celle-là même filiforme qu'on voit là sur l'affiche du film, et il s'est dit bah tiens, puisqu'il y a une panthère rose dans le diamant, etc., si je faisais les saintes écritures du générique avec justement des aventures qui vont durer 2 minutes 50 le temps du générique de cette fameuse panthère rose qui a quand même une bouille complètement inénarrable parce que quand on la voit on a envie de la prendre comme une peluche, tu vois, et qui fait connerie sur connerie, enfin, il y a une veine comique monstrueuse là-dedans, monumentale. Et en fait il se trouve qu'au départ du film tous les commentaires qui ont pu sortir à la suite du film ne venaient pas du film lui-même mais de ce fameux générique complètement inattendu qui durait j'ai dit 2,50, c'était peut-être 2,12, j'en sais rien. Et là-dessus, la production s'est dit mais peut-être que tu devrais essayer de développer un peu le système. Et il a développé ça, c'est devenu un dessin animé totalement incontournable, même encore aujourd'hui, qui fait rire justement la nouvelle génération qui se doute pas encore que ça datait des années 50. Ah, moi j'ai acheté l'intégrale de La Panthère Rose, ce qui est quand même incroyable. Bien sûr, c'est assez incroyable. Moi, mon parce fils que ça fourmille d'idées, c'est jamais la même chose. Ça fait un peu penser au Ville Coyote, il y a toujours des trucs, bip bip, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est un toon. Et lui, il a eu l'idée. C'est le premier, parce qu'il y en a beaucoup après qui sont engouffrés dans la brèche. Le premier à faire un générique qui sortait de l'ordinaire au lieu d'avoir un espèce de ruban noir qui défilait avec des saintes écritures en blanc, patin couffin. Il s'est dit tiens, ça sera peut-être mieux comme ça. Et en fait, ça a été quand même franchement réussi, on va dire. Oh bah attends, c'est plus qu'une réussite. Voilà, donc ça c'était un de ses premiers films qu'il a vraiment. C'était en quelle année déjà La Panthère Rose? C'était en 63. Non, c'est 63. 63, c'est un petit peu plus vieux. Et après, avec Peter Sellers, ils vont se retrouver 6 fois. Hein. Oui, il y en a eu plein. Il y a eu énormément de suites. Bon, je crois que celui est très bien. Quand La Panthère Rose s'en mêle est pas mal aussi. Oui. Le deuxième est très bien. Après, Maria Gambrelli, hein, c'était Elf Sommer. Là. Et puis il y en a un aussi, je sais plus lequel c'est, celui-là avec cet acteur que j'aime beaucoup là. Je sais pas, c'est pas Herbert Ross. Je n'arrive pas à trouver le nom. Le commissaire Dreyfus là, qui devait complètement allumé parce qu'il dit mais c'est pas possible. Comment vous pouvez me le mettre sur une enquête, lui il va jamais rien résoudre. Et il devient complètement dingue et il vire carrément dans l'autre partie. C'est le côté dark qui ressort de ce commissaire qui va devenir un véritable félon ensuite. Ah bah oui. Il y a des scènes dans le château,
méchant, ouais, bien sûr. Je sais plus lequel c'est celui-là parce que. C'est le 3e, je crois. La malédiction peut-être de la Oui, c'est celui-là. Ça doit être le 3e. Il y en a eu un nombre. Ouais, c'est celui-là. Mais c'est vrai que vers la fin, ça s'essouffle un petit peu quand même. Puis alors après, il y a eu une reprise il y a pas si longtemps que ça avec Steve Martin et Jean Reno. C'est nullissime. Je l'ai vu à la télé il y a peut-être 2 semaines. J'aime pas critiquer les films, mais là c'est très très mauvais. Là franchement, je crois que même moi, sans être réalisateur, je prends une caméra, je fais mieux. Je sais pas ce qui s'est passé là. Comment Jean Reno a pu aller, si ce n'est pas alimentaire. Mais tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, une nouvelle fois. On manque d'idées parce qu'on manque de scénaristes. Et ben qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à faire des remakes de films. Et ouais, mais alors là, je m'excuse. Voilà. On refait un remake de film, mais si c'est faire un remake pour faire même pas une pâle copie, c'est-à-dire rien du tout, parce que comme alors on va dire alors Spielberg il fait West Side Story, c'est un super remake, il y a pas de souci. Oui, voilà, on est d'accord. On est en train de parler de Spielberg, je sais même plus qui c'est qui a fait le remake avec Steve Martin là, de la Panthère Rose. On est même pas on s'en fout complètement. Voilà. Mais c'est vrai parce que pour le coup, tu vas me dire passer derrière Black Edwards déjà, bon, non, mais c'est clair. Faut déjà avoir envie de le faire. Mais là franchement, c'était nullissime quoi, vraiment nullissime. Ouais. En plus, c'est même bousillé carrément un chef-d'œuvre du cinéma comique pour faire n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que les enfants aujourd'hui, ils vont peut-être se dire, allez, on va pas aller voir ça parce que si on a vu l'autre, peut-être que. Mais pour eux, dans leur esprit, peut-être ta Panthère Rose, c'est Steve Martin et Peter Sellers qui s'en rappellent encore aujourd'hui. Oui, non, c'est clair. Hélas. Alors qu'on l'a vu dans d'autres films. Tu parlais de Docteur Folamour et puis on va parler aussi de celui C'est mon gâté parce que moi, ce film. Là, il faut le dire, tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes et tout, film qui s'appelle The Party, La Partie. Peter Sellers dans le rôle d'un acteur indien complètement méconnu qui s'appelle Rundi Vebakshi, et qui fait connerie sur connerie, au point même de faire sauter le décor, qui a coûté un bon paquet de cacahuètes, on va dire. Et donc, il se fait renvoyer du film, mais par inadvertance, il est invité à la soirée inaugurale du film, et bien entendu, il va remettre le couvert. Et il y a une scène absolument divine où il est pris par une envie pressante parce que comme il boit de l'alcool, du champagne et tout ça avec tout le monde, il est là. En plus, il a vraiment la tête. Je sais pas si les gens se rappellent de la tête de Peter Sellers. Puis en plus, il est un petit peu légèrement basané. Enfin, parce que forcément, il faut qu'il ait un petit peu une apparence d'Indien. Et à un moment donné, il a une envie pressante d'aller aux toilettes, mais comme c'est Rundi Vebakshi, forcément, c'est-à-dire tout devient compliqué. Quand c'est Rundi Vebakshi, il sait pas où c'est les toilettes. Il se trompe complètement. Il tombe dans une espèce de piscine intérieure, enfin un truc de malade, il sort à moitié, à chaque fois qu'il marche ça fait floc, et puis au moment donné il arrive et il y a une jeune fille charmante, car c'est presque Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, qui joue de la guitare et qui joue ça d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite là. Nothing to lose if we... On rigole, tu vois l'image, tu vois les images. Il essaye de se retenir de pisser, c'est catastrophique. Jean-Luc il se demande de quoi il parle là. Il comprend plus rien là. Et ça dure. Il faut expliquer quand même, parce qu'on est en train de se marrer comme de la mais il faut expliquer que la chanson dure à peu près 2 minutes 30. Ouais, c'est ça. La fille est magnifique. On dirait Nathalie Wood, elle est super jolie, tu vois. Elle est là, elle prend un air de compassion. Et il y a tous les invités qui sont là, qui écoutent. Il se dandine légèrement. Et il y a donc ce Rundi Vebakshi qui arrive avec floc, qui fait du bruit par derrière. Donc ça dérange tout le monde. Tout le monde se retourne en disant mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et il est obligé de s'arrêter. Mais il a toujours énormément envie de faire pipi. Donc il se met contre le mur et il commence à croiser les jambes, il met la main en travers. Et à un moment donné, on voit qu'il en peut plus, tu vois. Et tout le monde pense qu'il a cette attitude parce qu'il est complètement pénétré par la musique. Et à un moment donné où il sent qu'il va exploser, il se retourne contre lui en point de faire tomber le tableau. Mais moi, je me rappelle de cette scène, je l'ai vu, mais il y a au moins 40 ans ce film. J'étais scié en deux parce que c'est un film qui est tout en suggestion. C'est vraiment pas des tartes à la crème. Non, mais c'est clair. C'est vraiment le burlesque qui est essentiel dans ce film, quoi, la partie. Et c'est vrai que beaucoup de critiques voilà, en France, qui a du cinéma et tout, ont comparé à Playtime de Tati parce qu'il y a ces moments où il ne parle pas et il y a voilà, on est quasi dans un film et tout est dans l'attitude. Il est fou complet. Parce que là, si vous l'avez aimé dans Docteur Folamour, si vous l'avez aimé dans La Panthère Rose, alors regardez The Party. Mais c'est clair. Il est dingue, quoi. Qui est d'ailleurs considéré par beaucoup comme une des comédies majeures, comiques, majeures des 40 dernières années, quand même. Alors que c'est un film, je pense que si tu croises des gens dans la rue, tu fais un micro-trottoir, The Party, non, je sais pas. Parti avec qui Eddie Barclay, il sait pas, tu ne comprends pas. Voilà, non mais c'est vrai, je veux dire, c'est un petit film qu'on voit jamais à la télé en plus. On le voit très peu, effectivement. Il y a Arte, comme d'hab. Heureusement qu'ils sont là. Mais franchement, c'est vrai, parce que là, pour les gens,
qui s'intéressent au cinéma. Pour les gens qui s'intéressent au cinéma, regardez Arte, on va pas faire de la mauvaise pub, mais allez-y quoi, parce que allez-y, vraiment. il se passe quand même des choses là-bas. Voilà. Non mais c'est clair, ce film-là, il est super. Faut pas oublier de dire aussi une chose, Billy Wilder, au niveau de ses productions, n'a jamais eu de problème, il a toujours été quasiment sous contrat. Blake Edwards, il émerge, il explose au début des années 60, où la logique en fait des grosses boîtes de production commence à s'effondrer petit à petit. Et c'est de plus en plus difficile pour lui. Et c'est vrai que sur 10 parties, il a quand même eu des difficultés avec Peter Sellers, parce que Peter Sellers, il était ingérable sur le film. Alors après, t'as une espèce de Benoît Poulvord en un petit peu moins dithyrambique, mais c'est dans la veine. C'était vraiment ça. Et oui, et après des fois, il pouvait aussi envoyer, comme Dupontel pouvait envoyer. Enfin voilà, c'est un peu Bernie avec la. T'as compris ce que je voulais dire, Bernie avec la pelle, quoi. Non, mais oui, effectivement, c'était compliqué. Je reviens à un autre film rapidement. C'est La Grande Course autour du monde qui date de 65. Donc voilà, et parce que encore Jack Lemmon. Alors. Jack Lemmon et Tony Curtis. Il y a même Peter Falk aussi. Oui. Peter Falk, notre ami Colombo, qui joue le rôle d'ailleurs de Max, qui est le vil serviteur du grand méchant, du grand méchant loup là, de la grande course autour du monde. Voilà. C'est exceptionnel. Mais ça c'est génial. Film. Alors déjà pareil, et une nouvelle fois, puisque tu parlais du générique, il faut pas oublier que la grande course autour du monde, ça a inspiré deux producteurs de cartoon, Hanna et Barbera, qui ont créé les Fous du volant. Mais bien sûr, ça c'est des Satanas, et ben c'est inspiré de La Grande Course autour du monde. Absolument. Et c'est sorti après. C'est ça. Et pourquoi Blake Edwards a voulu faire ce film-là, ce film d'aventure, puisqu'il n'avait jamais fait de film d'aventure. Ben c'était parce qu'il était fan de certains lame show de Billy Wilder et qu'il lui a dit, moi un jour je les aurai tous les deux comme toi et j'arriverai à faire un film avec eux. Parce que tout à l'heure j'ai dit une connerie, c'était avec Cary Grant, tu sais, pour Opération Jupon. Voilà, c'était Cary Grant. Donc voilà. Mea culpa. Mais je pense que personne ne t'en voudra. Tu te bien rattrapé par la suite. Bon, j'espère que ça ira. Mais voilà, il y avait Nathalie Wood d'ailleurs aussi. Nathalie Wood dans La Grande Course autour du monde. Donc voilà, c'est une espèce de tour du monde en 80 jours. Super casting, super film. Le film est excellent, il dure assez longtemps d'ailleurs. Oui, il dure quasi 3 heures. C'est le grand Leslie, Tony Curtis là-dedans. C'est ça, tout à fait. Champion de course automobile. C'est ça. Et c'est truffé bien entendu d'anecdotes complètement dingues. C'est vraiment, on a du Blake Edwards en anglais et en américain dans le texte, parce que c'est extraordinaire. C'est des films qu'il faut voir parce qu'ils ont complètement disparu des programmations, on va dire, au quotidien ou au mensuel, et c'est bien dommage parce que je pense que ça pourrait amuser tout un tas de gens, parce que souvent on se retape les mêmes trucs. C'est clair. De temps en temps, ça ne doit pas coûter une fortune de balancer la partie tu as ce genre de choses à la Cinémathèque, et des fois tu as des cycles sur Arte. Tu peux avoir un cycle Blake Edwards, un cycle. Non, mais je veux dire, TF1 n'aurait pas à rougir de balancer ça plutôt que une énième série Fast and Furious là. Enfin je sais pas. Enfin je vais me faire des ennemis quand je dis ça, parce qu'il y a des tas de jeunes qui doivent aimer Fast and Furious, c'est pas le problème. Pas de souci. Mais voilà, enfin là il y a quand même une intelligence de scénario, ça fourmille d'idées. Surtout ça fourmille d'idées. Tu voulais parler de La Garçonnière aussi, on va revenir sur Wilder. Oui, je reviens sur Wilder parce que juste 2 mots. Parce que je vois que le temps ça passe très vite. Quand en fait Blake Edwards, lui, il est en train de partir sur quelque chose de complètement burlesque, avec donc Panthère Rose, Diamant sur canapé, on a dit ça c'est vraiment le film romantique par excellence, mais avec cette pointe de mélancolie qui est fantastique, qu'on va retrouver beaucoup plus dans 1, 2, 3 et La Garçonnière. Dans La Garçonnière et dans 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est de la folie furieuse. On va être clair, celui-là il y a James Cagney, en plus c'est tourné en temps réel au moment où ils construisent le mur de Berlin, parce que c'est tourné à Berlin. Le film de petite trame politique derrière, il y a une trame politique qui est géniale, avec la fille donc tu dois s'occuper de son patron qui revient avec un militant communiste. C'est complètement délirant. C'est énorme. Et ce film-là, Osmoukos d'ailleurs, je crois. C'est ça. Alors voilà, c'est un film absolu. Je le passerai, je n'ai pas le droit de le dire, mais à l'occasion, je le passerai au Ciné-Club. Je ne sais pas quand, mais à l'occasion, peut-être. Donc à Menton, donc n'hésitez pas à venir le voir. Et celui-là, donc c'est très bon scénario, La Garçonnière. Voilà, celui-là, là il gagne tout. Billy Wilder, il se fait une totale. Voilà, c'est merveilleux. C'est une nouvelle fois Jack Lemmon. C'est féroce. Et en même temps, là on sent quand même, c'est 2 films pour moi, voilà, faut être clair. C'est 2 films frères.
clairement. C'est ça. Parce qu'il y a cette touche de mélancolie et il y a cette petite douceur dans le jeu. Petite bluette qui se dessine au milieu. Shirley MacLaine est magnifique dedans. Elle est aussi bien qu'Audrey Hepburn. Voilà, ces deux films-là. Shirley MacLaine qui va diriger Dans Irma la Douce un petit peu plus tard. Exactement, aussi. Dans Irma la Douce, tout à fait. Je crois que c'est 2-3 années après. Ouais, donc voilà, parce qu'après il a fait plein de films avec le fameux duo Jack Lemmon ou Walter Matthau. Parce qu'il n'y avait pas que Jack Lemmon et Tony Curtis. Il y a plusieurs duos qu'on peut retrouver dans le cinéma de Wilder, mais qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Blake Edwards. Donc, alors justement, pour en revenir à Blake Edwards, qui est un réalisateur dont on sait, puisque tu nous l'as dit de manière brillantissime tout à l'heure au début de l'émission, qu'il était donc né à Tulsa. Exactement. Savoir qu'il est né à Tulsa, donc c'est un Américain. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a beaucoup de gens, comme il a un humour complètement britannique, et que Peter Sellers est britannique. Voilà, donc tout le monde se dit c'est un metteur. Moi, au début, je le pensais. Et en plus, il a été marié à Julie Andrews, qu'il a dirigé dans Victoria. Tout à fait. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il Alors Julie Andrews, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est Mary Poppins, Oscar de la meilleure actrice. Exactement. Et qui est restée sa femme jusqu'au bout. Hyper califragilistique jusqu'en 2010, jusqu'à sa mort. Super califragilistique, Expialidocious. Expialidocious. Il fallait le sortir. Ouais, c'est très très bon film d'ailleurs. Mes enfants adorent. Ben oui, parce que c'est un conte encore. Oui, c'est encore un conte un peu fantastique et qui était. Mais il y avait quand même des films qui étaient assez redoutables à l'époque. Vraiment, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et on perd un petit peu cette espèce de magie, parce que les gens en plus ils tournaient avec rien, quoi. Quand tu vois aujourd'hui les moyens qu'on a. C'est hallucinant, quoi. Alors Dieu merci, heureusement, il reste des gens qui sont capables de faire des prouesses. Quand tu vois Cameron qui se tape Avatar, enfin je veux dire, on n'est pas obligé d'aimer le film, enfin quand même, quoi. Au niveau. T'as vu combien de temps il a mis à le sortir? Voilà. Avatar 2, il sort en 2022, le premier sorti en 2009. Voilà, même lui il galère. Si on revient un petit peu en arrière, Abyss et tout ça, c'était quand même des. Ah non, mais c'est exceptionnel. Il y avait du taf, on va dire derrière. Abyss, le deuxième Terminator, je te passe les détails, quoi. Il y a beaucoup d'eau pour moi, un peu trop, mais bon voilà, dans le cas ça va. Mais ouais, effectivement. Non, mais bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que pour revenir encore une fois, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez. Billy Wilder, Blake Edwards, il y en a beaucoup d'autres encore. Oui, mais là on voulait vraiment faire un regard croisé sur ces deux réalisateurs. Et puis on voulait commencer de manière un petit peu légère, parce que déjà le mois prochain ça va se corser, on va remonter. Ouais, là ça va être le je suis les jambes bras de chemise, c'est pour préparer l'émission du mois prochain. Ça va chier grave, comme ils disent familièrement, parce que. Oui, c'est clair. Là on aura de la baston. Manu va certainement revenir parce qu'il adore ça. Ah, je pense que là il va venir. Manu est un réalisateur qui risque de compter dans le cinéma français. Si on n'a pas encore de réalisateur vraiment qui aime la baston, lui il aime ça. Je pense qu'il aime les films d'action, mais en même temps voilà. Mais il a tout. C'est un grand romantique aussi. Il est un peu fleur bleue. Nous on le connaît bien maintenant, donc on sait qu'il a un côté fleur bleue. S'il écoute, là, il doit prendre des notes pour essayer de nous faire la totale quand il va revenir la prochaine fois. On l'attend de pied ferme. Certainement. Voilà. Donc après années 70, rapidement, voilà, il continue donc Billy Wilder avec donc Jack Lemmon et Walter Matthau. Donc il y a la grande combine. Ça c'est une histoire de journaliste qui est vachement intéressant comme film, très très bien. Bon, Blake Edwards, lui, les années 70, il continue sa série Panthère Rose. Tu as parlé de Victor Victoria, celui-là il est vraiment intéressant. C'est la seule fois où il sera nommé aux Oscars. Victor Victoria, c'est un petit peu le pendant de Tootsie en fait. C'est dans le sens inverse. Dustin Hoffman est grimé dans Tootsie en femme et Victor Victoria c'est Julie Andrews qui est grimé en mec. C'est un peu le même genre. Enfin le film n'a rien à voir. Le film n'a rien à voir, mais dans l'idée, dans l'idée c'était un petit peu ça. Et après les années 80, Billy Wilder fait son dernier film, Buddy Buddy, avec Jack Lemmon une dernière fois. Il voulait impérativement que ce soit lui. Oui, bien sûr. C'est un remake de L'Emmerdeur. Eh oui, d'Edouard Molinaro, on oublie. Donc au scénario, Weber, enfin bon voilà. Ah oui, donc pour une fois qu'on vient prendre un film français, exactement, pour le remaker, je veux dire, aux États-Unis, c'est assez rare pour être souligné. C'est quand même arrivé. Regarde, on parlait tout à l'heure d'Un éléphant ça trompe énormément. C'est quoi le film avec la chanson de Chris de Burgh Oui, The Lady in Red. The Lady in Red. Avec la divine. Putain, le nom m'échappe. Kelly LeBrock. Voilà. C'est Gene Wilder qui joue le rôle. Mais c'est lui qui a fait le film. Mais c'est lui qui a fait le film. Gene Wilder. Transavia Y Express. On va pas revenir sur. Lui aussi, j'adorais ça. D'ailleurs, Peter Sellers, c'est lui. Au niveau veine comique, rien que dans leur apparence, je l'ai trouvé assez similaire ces deux-là. C'est assez proche. Même si Peter Sellers c'était quand même un petit peu plus fou furieux que l'autre. Oui, il était quand même. À part Mister Chance de toute façon, où là il est vraiment très sérieux, c'est son dernier film. Peter Sellers, Docteur Folamour, c'est exceptionnel. Ah non mais c'est sûr. Et moi j'aimerais aussi qu'on dise un mot d'un film qui arrive plus vers la fin. Celui-là. Voilà, exactement. Celui-là, il est magique. Boire et déboire, parce que là, on a Bruce Willis qui a plus de 2 expressions dans ce film-là.
Et qui a beaucoup plus de cheveux que maintenant. Voilà, et qui a beaucoup plus de cheveux. D'ailleurs, on lui fait un petit clin d'œil parce qu'apparemment, il est vraiment très très mal en point en ce moment. Et il a arrêté sa carrière. Ouais, il a arrêté sa carrière. Il a une grosse maladie, il peut plus, il a eu du mal à parler, etc. Ce qui est quand même le pire pour un acteur de ne pas arriver à aligner de mots. Parce que Bruce Willis, on oublie, mais au départ, c'est quelqu'un qui est un acteur comique. Au départ, c'est ça. Dans la série Clair de Lune, il va gagner son seul Golden Globes. Ça aussi, c'est une honte parce que c'est quand même un très bon acteur. Genre Piège de cristal, il est exceptionnel. McTiernan, bon voilà, ça c'est un film d'action. C'est à se demander d'ailleurs s'il ne refaisait pas une partie des dialogues pour toujours avoir ce côté. Parce que finalement, il s'est traité ça dans pas mal de films. Hein, bien sûr. Côté un petit peu. Bon, il n'y a pas que Die Hard. Hein, non, il y en a plein d'autres. Côté un petit peu grandiloquent comme ça. Bon, après, à un moment donné, il s'est arrêté. Il s'est mis en mode. Je parle mais dans Boire et Déboire, forcément, comme il est dirigé en plus par un des maîtres. Par Blake Edwards. C'est exceptionnel. Kim Basinger est fantastique dedans. Et alors, Kim Basinger bourrée, elle est folle. C'est-à-dire, c'est le Peter Sellers féminin. En fait, elle fait connerie sur connerie. Il faut expliquer, bien entendu, pour la trame du film. Encore, excusez-nous, mais c'est quand même encore un film à voir et à revoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Bruce Willis doit aller à une grande réunion pour son travail, etc., où il y a quelques sommités japonaises pour signer un contrat monstrueux, et il veut pas y aller tout seul parce qu'on lui a dit il faut que tu viennes accompagner. Et il a personne, il est célibataire, et il y a son frère qui lui dit putain, mais je connais une fille qui est magnifique, mais t'es sûr qu'elle est belle? Elle est belle et tout. Le seul truc, écoute, faut pas qu'elle boive. Voilà, il faut pas qu'elle boive. Et lui, forcément, quand il la voit, il est comment il tombe amoureux. À Kim Basinger. Il l'amène en studio d'enregistrement où il y a un pote black à lui qui joue de la gratte de manière divine, enfin bref, etc. Et puis il se laisse aller avec un demi-verre de champagne. Et là, mesdames, messieurs, on est au devant de l'apocalypse même, de ce qui peut arriver en une soirée. C'est parce qu'en plus, elle est harcelée par son ancien... par son ancien petit ami, là, qui est furieux, qui est le fils d'une grande famille et tout. À un moment donné, Bruce Willis va se retrouver dans la maison. Parce que finalement, elle va accepter de l'épouser parce qu'elle le quitte. Enfin, mais c'est délirant. L'autre, il a fait tomber les boules de billard par terre, il met le pied dessus. Mais le film, j'en rigole même à l'avant, c'est extraordinaire. Et tout ça, on a l'impression de revoir La Panthère Rose et tout ça. Ça se fait, ça déroule tout seul. Exactement. Tout seul. Autant que la musique d'ailleurs qui ressemble à un brin, c'est Henry Mancini encore qui a fait la musique, mais il y a un petit côté David Foster, donc c'est très très américanisé et c'est beaucoup plus dans le sens des grosses comédies que faisait Herbert Ross à l'époque. Exactement. Etc. Écoutez plutôt. Ah, c'est David Foster, hein, en plein dedans. Synthé, musique années 80, en plein dedans. Tout à fait. Well, I never knew so much trouble till Et puis la voix qui fait fondre derrière. On a l'impression d'avoir entendu ça des milliers de fois. Et il n'y a que les Américains qui savent nous faire des trucs comme ça. Et Henry Mancini, pour le coup, il avait un peu surpris son monde. Hein, parce qu'avant, il était très philharmonique, avec beaucoup de violons, des trucs comme ça. Et là, il nous a fait un côté truc un peu jazzy, avec des guitares saturées, etc. qui en... Vraiment, écoutez du David Foster, c'est tout à fait ça. Hein. Et le film est une pure merveille, vraiment. Le film, je veux dire, il est excellent. Il est un petit peu plus passé sous silence que les autres, mais c'était quand même quelque chose, quoi. Dans les années 80, celui-là, on est obligé d'en parler, parce que c'est vraiment le très très dernier très bon film qu'il ait fait. Voilà, oui. En plus, il est beaucoup plus proche certainement d'une grande catégorie des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puisque tu as dit combien l'année? Il date de 85. Hein. Un film années 80, on est en plein dedans. Cela dit, ça fait presque 40 ans quand même. Bon, moi j'avais 5 ans, bon voilà. Presque 40 ans quand même. Mais c'est un film à voir. Je pense que tous les films dont on a parlé ce soir, on le dit tout de suite, on n'a strictement aucun intérêt sur les boîtes de production, etc. Mais c'est simplement parce que nous, toi comme moi et même Jean-Luc aussi, à un degré moindre puisqu'on l'entend pas trop ce soir, mais je veux dire, on est tous des grands amoureux du cinéma et quand il y a des choses à promouvoir pour dire aux gens allez voir ce film plutôt qu'un autre parce que je vous jure vous allez passer un bon moment, et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous, ou si vous le faites pas pour nous, faites-le pour vous, mais vous n'allez pas le regretter parce que tous les films dont on a parlé sont quand même des films éminemment bien réalisés. Déjà, hein, Emmanuel qui n'est pas là ce soir pourrait nous le confirmer. Et puis surtout, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter. Quoi. Tout est bon, le scénario est en béton, la réalisation en béton, les acteurs sont excellents. C'est du grand cinéma. Voilà, c'est pas que des grands films, mais c'est surtout du grand cinéma. C'est du très grand cinéma. On a vraiment insisté sur le côté comédie ce soir et sur le côté regard croisé sur ces deux réalisateurs. On pourrait aussi dire, puisque ils ont fait autre chose, bien sûr. Faut pas oublier que Blake Edwards, il a commencé aussi avec ses scénarios avec Richard Quinn, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais aussi Peter Gunn. Il a fait un western dans les années 70, mais la série Peter Gunn, c'est un hommage au film noir américain. Bien sûr. Et un des plus grands films noirs américains, c'est Assurance sur la mort.
Absolument. Fred McMurray, Billy Wilder. Donc avec un scénario pour le coup quand même très Edward G. Robinson. Très pointu. Moi c'était le film préféré de ma mère qui était agent général d'assurance parce que ça se passe dans le milieu des assurances. Donc ben oui, Assurance sur la mort. Ah ouais, Assurance sur la mort. Le titre n'est pas choisi au hasard. Il est très bien trouvé. Non, mais c'est vrai que c'était des grands monsieur du cinéma. J'espère qu'on a réussi quand même un petit peu à vous donner envie d'aller voir des films. Une lecture un peu différente de ces types qui sont un petit peu malheureusement un petit peu passés sous silence aujourd'hui. Surtout Billy Wilder plus que Black Edward, c'est un petit peu plus près. Je pense que les deux, voilà. Mais voilà, les films existent en DVD. Je sais que le support est en train de mourir, mais moi des DVD j'en ai 1700 et donc c'est pour ça que je vous en amène à chaque fois. On peut encore en trouver dans les médiathèques. On trouve encore des DVD. Voilà. C'est bien parce que ça permet justement de mettre une image sur un film. Mais oui, puis on trouve pas sur les plateformes. Ah ça c'est du free-zéro, il faut le dire. Amener les DVD, d'habitude ils se ramènent avec le sac. C'est Manu c'est lui qui a instauré ça. Il est arrivé, on a fait Spielberg. Il est arrivé, il y avait carrément le camion Ben qui était dehors. Sacré Manu. On va le revoir bientôt. Ouais. Voilà mon cher Jean-Luc, on a fait le tour là. On a fait le tour. On a fait le tour les amis avec encore une très très belle émission. On avait quasiment rien préparé. Quelques notes c'est tout. Du freestyle encore ce soir bien sûr pour vous faire participer à tous ceux qui nous ont suivis bien sûr. C'est du talk show. Notre radio ne fait pas que de la musique, elle fait aussi du talk show et vous êtes habitués à nous retrouver tous les soirs en version talk show. Dans 60 secondes c'est le retour de la musique bien sûr avec le thème c'est Pop Rock Collection. Ce soir donc 20h 21h 22h ça sera du funk et puis du funk jusqu'à ce soir. Voilà, moi je voulais juste rajouter un tout petit truc, c'était par rapport à Yves parce que on va, même si c'est pas le petit nouveau, ça fait un petit moment qu'il est là maintenant, je veux dire, parce que ma femme me dit depuis quelque temps, elle me dit mais tu sais, quand tu fais tes rubriques, je trouve que tu travailles vachement moins qu'avant. Je dis mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai Yves. Je dis tu lâches dans le studio et puis toi tu essayes de suivre, tu vois, t'es un peu réactif, ça devrait suffire. Non mais t'inquiète, c'est parce qu'on est tous les deux que ça marche très bien. C'est vraiment pour ça. C'est ça. Donc je te remercie. Non mais moi encore plus. Voilà. Allez écoutez, on vous retrouve le mois prochain. On rappelle tous les premiers mercredis du mois. C'est Ciné Focus avec Yves et Thierry. Et film d'action. Film d'action. Le thème film d'action le mois prochain avec Manu Fricero. Et un ami surprise à moi, Arnaud Balducci qui est très bon là-dessus aussi. C'est maintenant. Voilà, c'est parti pour Pop Rock Collection. Bye bye. Au revoir. Radio Fréquence Méditerranée. Il est